Djengou Tabakh ont tenu à poser un acte évocateur de leur légalisme. Lauréat de l'Ours d'Or du meilleur film à la Berlinale, Mati Diop dédie son trophée au peuple sénégalais, auquel elle témoigne son soutien dans sa lutte pour la démocratie et la justice. Dahomey, son film, retrace la restitution par la France de 26 trésors royaux au Bénin. La restauration des bâtisses coloniales à Saint-Louis réclamée par les populations. Près de 150 bâtiments menacent ruine dans la vieille ville. De l'avis des personnes interrogées, en plus de constituer un danger, ces bâtisses délabrées ne font pas honneur à la ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, quelles sont les conséquences de la crise politique sur l'économie nationale? C'est le dossier du dimanche. Nos interlocuteurs avertissent, si cette crise se prolonge, le Sénégal file droit vers l'inflation. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Ce 25 février, donc, devait se tenir l'élection présidentielle selon le calendrier électoral. Une élection qui a été reportée au 15 décembre prochain suite à un décret présidentiel abrogeant le décret qui convoquait le corps électoral à la date de ce 25 février. La suite, on la connaît. C'est le Conseil constitutionnel qui annule ce décret présidentiel pour marquer leur détermination à faire organiser le scrutin ce dimanche. Et bien des candidats retenus pour cette présidentielle ont organisé un vote symbolique on peut le voir sur ces images. Ici, Khalifa Sall qui effectue son vote. Il sera suivi de Amadou Ba pour le compte de Bassirou Diomaye Faye et puis de Boubacar Camara du parti PCS Djengou Tabakh. Le scrutin s'est déroulé au siège de Tahaou Sénégal de Khalifa Sall. À l'instar des autres membres du collectif des candidats contre le report du scrutin, Aly Ngouille Ndiaye a voté symboliquement dans son fief à Linguère. Il estime que le dialogue n'est pas une autorité compétente pour choisir une date. De l'avis du candidat à la présidentielle, c'est le président qui doit choisir une date et celle-ci peut entraîner la modification du code électoral et de la Constitution. Aly Ngouille Ndiaye que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Et nous avons voulu symboliquement marquer ce jour en demandant aux populations de sortir, de venir simuler le vote du 25 février, comme ça restera dans les archives nationales. Ah oui, ils sont venus en masse et à la limite je pense qu'ils étaient très pressés de voter, donc ça présage un bon signe. Comme ça, le jour où la date sera retenue, ils sont déjà prêts. Vous savez, l'élection était déjà programmée pour le 25 février, donc on a pratiquement interrompu la chaîne. Le 3, le processus a été interrompu le 3 février, donc il ne restait que 21 jours, donc il ne restait que la campagne électorale. Je considère qu'en 21 jours, il est possible de relancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons quand même d'autres contraintes qui sont d'ordre réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, conformément à la Constitution et conformément également au Code électoral, toute date qui est retenue pourrait faire l'objet, entraîner comme conséquence, disons, la modification donc, de ces deux textes. Je pense que c'est pour de ça qu'il faut prendre en considération là, les deux éléments à modifier pour ne pas aller aux élections. Là aussi, on n'a aucune idée. Vous avez entendu le président dire que c'est au niveau du dialogue peut-être qu'on va faire une proposition. Nous considérons tout simplement que le processus électoral, s'il avait continué, devrait aboutir à la sélection du président de la République par les populations du Sénégal le 2 avril. Ce n'est pas le dialogue qui va sortir de la date. Le dialogue peut être suggéré, mais c'est le président de la République qu'on attend, comme le Conseil constitutionnel lui avait demandé, aux autorités compétentes de fixer la date. Le dialogue n'est pas une autorité compétente. Les membres du FC25 n'ont pas tenu leur manifestation. Le terrain de Khariala retenu pour abriter leur rassemblement a été quadrillé par les forces de l'ordre. Les candidats qui voulaient coûte que coûte exprimer leur colère ont été dispersés sans l'usage de grenades lacrymogènes. Le point, c'est avec Pape Faraning. Ils n'ont pas eu le temps de se rassembler au terrain Khariala. À peine arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre ont encadré les manifestants pour les repousser jusqu'au niveau du rond-point 6.
Les membres de F25 voulaient montrer leur indignation et leur colère en ce jour historique du 25 février. Et c'est aujourd'hui que les Sénégalais devaient aller aux urnes pour choisir leur président. On nous a confisqué cette souveraineté populaire, c'est pourquoi nous sommes venus manifester malgré tout notre indignation pour dire non à ce qui se passe aujourd'hui. Et ce message va au-delà du président Macky Sall. Ce message s'adresse à tous les prochains présidents du Sénégal pour leur dire que le Sénégal est un pays qui va rester démocratique, où on ne touche pas aux clauses d'éternité qui sont dans notre constitution. La forme républicaine de l'État, le nombre de mandats et la durée du mandat sont des choses qui ne sont pas négociables. Les partisans de Khalifa Sall étaient sur les lieux, comme ceux de Boubacar Camara, Thierno Alassane Sall, Bougane Gueye Dany aussi étaient présents. Amadou Ba de Diomaye président, avec une forte mobilisation du Parti PUR qui n'ont pas pu accéder au terrain Khariala où des jeunes jouaient au football sous la surveillance de la police qui a déployé beaucoup de hommes sur les lieux. Et puis à la veille du démarrage des concertations nationales prévues ce lundi, le candidat de la coalition, Déthié Fall, affirme que ce dialogue n'a aucun sens et ne repose sur aucune base juridique. Une déclaration faite en conférence de presse cet après-midi. Déthié Fall a appelé au respect des institutions et de la République. Le mouvement national des femmes de l'APR Macky Sall dans nos veines appelle les candidats à aller au dialogue pour préserver la paix au Sénégal. En conférence de presse, ces femmes que vous voyez sur ces images dénoncent la campagne de diabolisation du chef de l'État. À l'international, elles comptent se dresser en bouclier pour le président de la République. Marie-Thérèse Aïda Seck est membre du mouvement. Je vous propose de la suivre. Ses propos sont recueillis par Habib Faye. Du président de la République de pacifier l'espace politique en appelant au pardon, à la paix civile et à la réconciliation nationale. Ce face-à-face avec les médias nationaux témoigne du sens élevé de l'État du présent, de chef de l'État du présent, ainsi que de sa posture républicaine qu'il souhaite partager en toute responsabilité avec ses compatriotes. Nous invitons solennellement toute la classe politique, la société civile, les syndicalistes, les chefs religieux et coutumiers à répondre favorablement à l'appel au dialogue et à la concertation pour des consensus forts. Depuis un moment, nous avons dans notre pays des personnes, des organisations, des lobbies qui n'ont qu'un seul objectif, travailler à saper les fondements de notre République et de notre État de droit. Le mouvement national des femmes de l'APR Macky dans nos veines dénonce avec la dernière énergie ces ennemis du Sénégal qui travaillent sans relâche pour enterrer ce projet de pardon, de paix et de réconciliation de tous les enfants de notre pays, comme l'a souhaité le chef de l'État lors de son face-à-face avec la presse. En perspective du dialogue initié par le président Macky Sall ce lundi, le collectif pour la défense de l'inclusivité électorale et de la démocratie, cadre regroupant près de 50 candidats à la présidentielle, a organisé un séminaire ce dimanche, un séminaire à l'issue duquel un face-à-face avec la presse a été tenu. Les candidats du collectif disent qu'ils prendront part à ces discussions dans l'intérêt exclusif du Sénégal. Je vous propose d'écouter tout de suite Maître Amadou Alikan. Que selon le code électoral, en son article LO 137, pour convoquer le corps électoral, il faut au moins un délai de 80 jours entre la date de convocation et le premier tour du scrutin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si le président devait convoquer le corps électoral, cette convocation interviendrait au-delà du 2 avril. Et c'est pourquoi, et le 2 avril, nous savons tous, il a dit que son mandat prend fin. C'est pourquoi il a dit, écoutez, puisque nous sommes dans une situation où les choses risquent de se passer après la fin de mon mandat, il faut qu'on discute de la bonne date, ça c'est d'un. Et deuxièmement, qu'on voit un peu aussi, après le 2 avril, comment les choses doivent se présenter. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver demain autour de ces deux points. On va essayer de trouver
une solution consensuelle. À présent, la réaction des acteurs de l'éducation. Ils se disent inquiets de la crise socio-politique traversée par le Sénégal. Face à la presse, au siège de la COSYDEP, ces syndicats invitent le Conseil constitutionnel à assumer toute sa responsabilité et à organiser l'élection présidentielle dans les délais prévus par la loi fondamentale. Ils attendent du chef de l'État Macky Sall des actions pour renforcer l'autorité de la juridiction constitutionnelle. Je vous propose de les écouter dans ce reportage de Al-Hassan et Amadouba. Il s'agit d'un consensus entre ces différents acteurs de l'éducation qui parlent d'une seule voix. Mesurant la gravité et la complexité de la situation que traverse le Sénégal, ils ont formulé des recommandations urgentes et consolidantes à l'endroit du Conseil constitutionnel, du président Macky Sall et des acteurs politiques. Notre voix s'adresse au Conseil constitutionnel. Assumer en toute responsabilité et conformément aux attentes des Sénégalais son rôle d'arbitre sage, indépendant et éclairé pour faire respecter sa décision d'organiser l'élection présidentielle dans les délais prévus par la loi fondamentale, mais aussi de préserver la crédibilité, la légitimité ainsi que la transparence du processus électoral. Le président de la République, gardien de la Constitution, est invité à renforcer davantage l'autorité du Conseil constitutionnel, seul repère stable dans ces moments troubles. Il est invité, le président, à respecter et à faire respecter les délibérations. La recommandation consolidante interpelle exclusivement le président de la République qui sera élu. Les acteurs demandent aux candidats à cette élection présidentielle de s'engager en cas de victoire, à consolider les fondements de la démocratie sénégalaise, à œuvrer à une dépolitisation de l'administration publique, à refonder l'école et l'université conformément aux aspirations du peuple et aux recommandations des assises nationales pour l'éducation et la formation, mais surtout de renforcer significativement la résilience du système en termes de sécurité des infrastructures, de mise en norme des établissements. Pour ces acteurs de l'éducation, la classe politique doit s'inspirer de leurs expériences démocratiques vécues à travers l'organisation réussie d'élections de représentativité. Ils encouragent les mesures de dégel prises avec l'autorisation de manifestations citoyennes et la libération de prisonniers dits politiques. Ils prennent acte du retour des enseignements en présentiel à l'UCAD et attendent des dispositions pour combler les lacunes. Et je vous l'annonçais en titre, la réalisatrice Mati Diop a remporté l'Ours d'or du meilleur film de la Berlinale 2024 avec son documentaire Dahomey. Au moment de recevoir son trophée, elle a exprimé sa solidarité au peuple sénégalais qui lutte pour la démocratie. Je me tiens aux côtés de mon peuple qui lutte pour la démocratie et la justice, a déclaré Mati Diop. Elle dit aussi exprimer sa solidarité au peuple palestinien qui lutte pour son indépendance et ceci sa survie. Suite et pas fin de l'affaire Bocar Samba Dièye contre certaines banques de la place. L'homme d'affaires dit ne pas comprendre ce qu'il qualifie d'acharnement sur sa personne. Au micro des journalistes, il dit être surpris par le blocage de ses comptes alors que la justice lui a donné raison. Il invite le président de la République à intervenir sur ce différend qui dure depuis des années. Je vous propose d'écouter tout de suite Famara Ibrahima Cissé, président de l'ACSIF, qui parle à son nom. Les juges ne sont pas des experts. Pour juger un contentieux entre deux acteurs, contentieux commercial entre deux acteurs, ils sont obligés de commettre un expert financier qui donne entièrement raison à Bocar Samba Dièye. Maintenant, dès lors que la banque avait saisi pratiquement tous ses biens, le tribunal avait demandé à ce que Bocar Samba Dièye soit dédommagé à hauteur de plus de 11 milliards. Et jusque-là, la banque continue à abuser de procédures d'appel. Un autre acteur, en l'occurrence la Banque Atlantique, il y a un rapport d'expertise qui établit encore que c'est la Banque Atlantique qui doit de l'argent à Bocar Samba Dièye.
Donc, Bocar Samba Dièye a été victime, et jusqu'à présent victime, d'un acharnement de ces institutions financières. Alors que tous les rapports attestent que ce sont les banques qui lui doivent de l'argent et qui ne veulent pas payer Bocar Samba Dièye. Il est temps. Tu as été dans les régions à présent avec la belle ville de Saint-Louis menacée par les bâtiments qui datent des temps coloniaux. Dans cette partie de la ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO, on compte pas moins de 1444 maisons, mais 10% de ces habitations sont dans un état de délabrement avancé au grand désarroi des populations de la ville tricentenaire. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Seck. À Saint-Louis, ville tricentenaire, beaucoup de bâtiments qui datent du temps colonial menacent de s'effondrer. Dans l'île de Saint-Louis, par exemple, plusieurs dizaines de bâtiments menacent ruine, ce qui constitue un danger quotidien pour les habitants de l'île. C'est un danger pour la population, pour nos enfants et pour tout le monde. Donc il est temps que le patrimoine se tourne sur nous pour voir comment réhabiliter, refaire, retaper. Parce que Saint-Louis mérite mieux que ça. Construits depuis les temps coloniaux, ces deux châteaux d'eau empêchent les habitants qui sont à proximité de dormir tranquillement. Depuis quelques années, chaque jour, les gravats tombent dans les maisons situées à moins de 10 mètres. On ne dort plus. Chaque jour, une partie en ruine tombe dans nos maisons. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous aident. Les deux châteaux d'eau menacent de s'effondrer à tout moment, surtout pendant la saison des pluies. À moins de 200 mètres de la gouvernance de Saint-Louis, un autre bâtiment hante le sommeil des ouvriers. Et pourtant, le propriétaire voulait le réhabiliter, mais c'est sans compter avec la détermination des autorités. Depuis lors, ce bâtiment devient un danger pour les passagers. Bon, ici, deux ans après, une partie du bâtiment s'est effondrée il y a de cela quelques mois. Le propriétaire voulait faire tomber l'autre moitié, mais les autorités ont catégoriquement refusé. C'est un danger pour nous tous. Les autorités sont au courant, mais elles ne veulent rien faire. C'est un danger pour nous tous. Les autorités sont au courant, mais elles ne veulent rien faire. Et heureusement, une partie du bâtiment tombe à chaque fois pendant la nuit. Dans l'île classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, on compte 1444 maisons. Ici, les 10% sont dans un état de délabrement très avancé, selon Alicine, le directeur du patrimoine de la ville. Solution. Je sais qu'il y a une commission, la commission de la protection civile. À chaque fois qu'un bâtiment menace en ruine, ou en tout cas présentant des risques d'effondrement est signalé, se rend sur le terrain pour faire prendre les mesures de sécurité les plus appropriées. Certes, il y a une politique qui est en train d'être mise en œuvre dans le cadre du programme de développement touristique avec effectivement la réhabilitation à peu près d'une vingtaine de bâtiments, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Parce que le dernier recensement qui a été effectué sur l'île, sur les bâtiments en ruine, démontre qu'il y a au minimum une dizaine d'unités architecturales qui sont dans cet état-là. Ça représente à peu près plus de 100. Saint-Louis-la-Belle est aujourd'hui menacée de déclassement à cause des constructions anarchiques, mais aussi l'image de la belle ville s'effondre petit à petit à cause des bâtiments de l'époque coloniale qui représentent un danger permanent pour la population. Allez, retour à présent sur l'actualité marquante de la semaine. On démarre avec la ministre de la Justice sénégalaise, Aïssata Tall Sall, qui a réfuté mardi tout critère politique dans la libération récente des centaines de détenus. La ministre de la Justice déclarait face à la presse cette semaine que ces récentes libérations provisoires avaient été décidées par la justice au cas par cas en fonction des éléments objectifs de leur dossier et qu'il en serait de même pour les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Les détails, c'est avec Aminata Mbaresso. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye seront-ils élargis de prison? La question est agitée ces dernières 24 heures. De nouveau soulevée devant la garde des Sceaux lors de ce face-à-face avec la presse, Aïssata Tall Sall reste nuancée sur la question. La seule chose que je peux dire les concernant, c'est que ce que nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, on ne le fait pas de façon massive comme ça, pour notre bon vouloir ou à la tête du client. Nous le faisons, je l'ai dit, parce qu'il y a des dossiers qui s'apprécient au cas par cas en fonction des éléments objectifs qu'il y a dans le dossier.
Pour le moment, c'est là où nous en sommes. Est-ce que nous aurons encore un autre lot de dossiers à apprécier objectivement et à voir ce que nous allons faire? Certainement que oui. Mais quand je dis oui, ça ne veut pas dire libération de tout le monde, ça veut dire encore libération au cas par cas. Tout est possible selon la loi, tout est possible selon la procédure, tout est possible selon les éléments qui figurent au dossier. 344 détenus libérés en moins d'une semaine, une volonté du chef de l'État pour apaiser l'espace public. 344 personnes ont bénéficié, je précise encore, de liberté provisoire. Il en reste à peu près 272, puisque c'était 500 et quelques qui étaient sous ces conditions. En tout cas, ici à Dakar, je ne parle pas des régions, où la même chose est en train d'être faite. C'est-à-dire, examen au cas par cas, est-ce que les conditions sont requises pour une liberté provisoire, et demander au procureur de demander la mesure au juge d'instruction, qui, s'il l'accepte, mettra en œuvre. Outre ces 344 déjà libérés, 272 autres détenus sont sur la liste d'attente. Une vague de libération qui va continuer. La question est de savoir, est-ce que les détenus Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont figurer sur les prochaines listes? Et c'est aussi cette semaine que Rose Wardini de Sénégal Nouveau a annoncé son retrait de la course à la présidentielle, une décision intervenant suite à une controverse relative à sa double nationalité. L'ex-candidate à l'élection dit avoir mis l'intérêt général au-dessus de tout. Elle dit ne pas douter de la sincérité de sa déclaration sur l'honneur en déposant sa candidature et entend bien le prouver. Ses propos sont recueillis par Mame Biram Diouf. Vu mon attachement aux valeurs républicaines et surtout à l'unité et à la cohésion de notre chère nation, compte tenu de ce que l'intérêt général prime sur les intérêts de chaque citoyenne et citoyen, et que la paix et la stabilité de nos institutions sont primordiales et doivent constituer le socle sur lequel sont assis notre République, notre démocratie et notre commune volonté de vie commune. J'ai décidé, en toute souveraineté et après une large concertation avec mes compagnons du mouvement Sénégal Nouveau, mes parents et amis, de retirer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le jour finira par se lever très bientôt sur une certitude, la renonciation à cette nationalité tant décriée. Toutes les preuves attestant de la sincérité de ma déclaration sur l'honneur seront tenues à la disposition du juge. La paix et la réconciliation de tous les enfants de ce pays sont très largement au-dessus de toute ambition. C'est pourquoi j'ai décidé de renoncer aux miennes en espérant que cela facilitera la continuation du processus électoral dans un climat apaisé et que les élections puissent se tenir avant le 2 avril 2024. Et puis grièvement blessé lors des manifestations qui ont suivi le report de la présidentielle, l'étudiant Prosper Clédor Senghor a rendu l'âme cette semaine après le décès de Alpha Yero Tunkara de la même université, l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Pour des besoins de soins, Prosper Clédor Senghor était donc évacué à Dakar, admis aux urgences de réanimation de l'hôpital principal où il a succombé à ses blessures. C'était mercredi. Ousseynou Diop nous fait le point. L'étudiant Prosper Clédor Senghor était dans le coma à l'hôpital régional de Saint-Louis depuis le 9 février dernier, après avoir reçu un projectile. Après près de 24 heures passées en réanimation, il avait repris connaissance. Les autorités gouvernementales avaient par la suite pris la décision de le transférer à l'hôpital principal de Dakar. Son état de santé se dégradait parce qu'il avait inhalé beaucoup de gaz toxiques et l'antidote n'était pas disponible, ce qui a occasionné sa mort à l'hôpital principal où il a été pris en charge par les médecins. Prosper Clédor Senghor était un étudiant en licence 1 à l'UFR Sciences appliquées et technologies SAT en mathématiques appliquées et sciences sociales. Après la mort de Alpha Yero Tunkara, originaire de Kédougou, il y a 12 jours, un autre étudiant originaire de Ziguinchor vient de succomber. Cette situation plonge l'UGB dans une crise profonde, un deuxième décès qui risque de réveiller encore une fois les démons de la violence dans le temple du savoir.
La crise politique constatée ces derniers temps au Sénégal pourrait être néfaste à notre économie. Les investisseurs étrangers jouent la carte de la prudence, d'autres plient bagages. Le secteur touristique est impacté. Avec une économie extravertie, le Sénégal file droit vers une inflation. Le dossier est signé Mamadou Fall. L'enlisement de la crise politique au Sénégal risque d'impacter sérieusement notre économie. Une instabilité pourrait mettre les investisseurs étrangers dans l'incertitude, ce qui mettrait un coup de frein à la dynamique économique. Le Sénégal traverse depuis mars 2021 une crise qui affecte son PIB, bien vrai que l'espoir était permis, avec un taux d'accroissement de plus de 6%. Les différentes décisions politiques auront un impact très négatif sur l'économie. Cette instabilité politique va impacter lourdement sur les investissements. Et connaissant l'économie sénégalaise, c'est une économie extravertie. La plupart des capitaux nous viennent de l'étranger. C'est des gens qui s'installent, qui développent leurs activités. Maintenant, si le moment n'est pas propice, forcément, il faut attendre vraiment à un impact très négatif sur notre économie parce qu'il y a une instabilité politique. Donc cette instabilité va fortement affecter l'économie, mais par le canal des investissements directs étrangers. Une économie extravertie avec des investissements étrangers directs qui la tiennent ne pourrait résister à une crise trouvée déjà dans son domicile avec des étrangers qui souhaitaient investir. Le représentant du patronat russe révèle que plusieurs d'entre eux hésitent désormais. Le Sénégal est impacté par ces violences. Les hommes d'affaires que nous sommes savent pertinemment que les choses ne marchent plus. Les investisseurs étrangers sont actuellement prudents et cela quand même impacte sérieusement le secteur privé qui est secoué. Le secteur touristique est également envahi par cette même crainte. La fréquence des touristes est fortement impactée. On impacte par rapport également aux événements, d'autant plus que nous sommes en pleine saison touristique, n'est-ce pas? Nous sommes en pleine saison touristique. Les marchés ont validé, n'est-ce pas, les fréquentations nécessaires. Donc il y a des groupes qui ont déjà confirmé, n'est-ce pas? Donc mais aujourd'hui, la plupart sont annulés. Donc c'est un manque à gagner, n'est-ce pas, très important pour l'économie touristique, mais également qui aura un impact social sur les entreprises. Je dois dire d'ailleurs que, pas si c'est une malchance, mais en tout cas, nous venons de loin avec ce que nous avons vécu pendant 3 ans avec le Covid. Le Sénégal a commencé à voir le bout du tunnel, mais aujourd'hui, avec la fragilité également de notre économie, nous disons qu'il y a de grosses inquiétudes en perspective. Nous avons le pétrole et le gaz, des secteurs tellement sensibles. 75% des investisseurs quand même veulent y investir. Donc, une instabilité politique au Sénégal quand même peut impacter notre essor économique. Aucun secteur ne pourrait être épargné en cas d'instabilité aiguë. Cela va même engendrer la hausse des prix de tous les produits. Il n'est pas propice. S'il y a une instabilité politique qui peut favoriser ou bien qui est défavorable, n'est-ce pas, à l'investissement, forcément c'est un cycle de crise. En allant peut-être souvent par la fuite des investissements, en allant aussi par ce qu'on appelle l'inflation en tant que telle. Même si on peut le reconnaître et on espère que ce sera une situation conjoncturelle, parce que cette situation ne peut pas être d'ordre structurel. Le Sénégal fait-il peur aux investisseurs étrangers? Tout porte à le croire. Avec cette instabilité politique notée ces dernières années, selon les personnes interviewées, plusieurs investisseurs préfèrent jouer actuellement la carte de la prudence. Merci à Mamadou Fall pour ce dossier. Merci à vous d'avoir suivi ce 20h qui est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.